Je Nickel. disais Bitcoin qui avoisine les 70 000 $ encore. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais, Solana a quasiment 200. Tu te souviens quand il était finito à 8 $? Moi, je m'en Aïe, souviens. aïe, c'est... Rien que de le voir dans la liste à quasiment 200 $, c'est absolument fou. Hein. Ouais, mais tu sais ce qu'il y a de Impressionnant. rigolo, c'est ce jeu entre le BNB et Solana pour la 4e et la 5e place de CoinMarketCap. Parce que la 3e place, c'est qui? C'est pas... C'est Tether, c'est l'USDT. Ouais, mais ça compte pas. Ouais. Mais déjà, de se dire, Solana est la 3e plus grosse crypto-monnaie, c'est fou, quoi. Ouais, c'est fou. 3e, N'en 4e, ça dépend des moments. N'en déplaise à beaucoup. Enfin, N'en déplaise à beaucoup, mais il y a eu du retournement de veste aussi quand même, hein, depuis quelques temps. Hein. Bah clairement, les choses sont en train de bouger et je suis content de voir que les choses évoluent dans le bon sens et tout pour Solana. Ouais. Franchement, je pense que c'est un... Tu vois, chaque écosystème mérite d'une certaine manière, mais je pense que Solana, ils ont vraiment jamais lâché. Ils ont une approche qui est vraiment différente des autres, etc. Donc ça fait vraiment plaisir de voir des gens comme eux performer et surtout de voir que, genre au bottom, la communauté, les développeurs, etc. n'ont pas lâché, quoi. Alors que eux basent leur vie et leur temps dessus, quoi. Tu vois, Yes. donc quand t'as autant de doutes, tu peux avoir envie de te dire, ok, bah peut-être qu'être all-in sur ça, c'est pas forcément la meilleure des décisions, quoi. Mais en fait, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on nous dit d'ailleurs dans le chat, à toutes les émissions, ils nous parlent de Solana, évidemment, parce qu'on parle aussi d'investissement. Et on vous a dit dans plein d'émissions qu'il n'y a pas d'ego quand vous investissez. Et surtout, moi, je vous ai dit personnellement, c'est pas all-in thèse modulaire ou all-in monolithique. On se place sur tout. Et en ce moment, ce qu'on constate, c'est que la mise à jour d'Ether n'a pas spécialement fait pump les Layer 2. Par contre, dans le même temps, Solana, lui, il a continué de pousser, quoi. Et ça, c'est impressionnant. Ce que je trouve assez étonnant, honnêtement. Ouais, moi aussi. J'ai acheté un peu d'Arbitrum. Ouais. Tout à l'heure. Mais bon, je pense que Arbitrum va reprendre un peu des forces et tout, mais il y a eu un gros unlock aussi cette semaine. Je sais pas si t'as tout suivi. Si, j'ai suivi. T'as eu un gros unlock et puis ouais, globalement les Layer 2 ont pas eu le plus gros des momentum. Donc, je sais pas. Après, c'est des trucs qui sont déjà très bien capitalisés. Mais je me dis qu'ils peuvent capturer une partie assez importante quand même de la capitalisation d'Ether. En vrai, j'ai pas fait ce ratio encore, mais il faudrait additionner la capitalisation de tous les Layer 2 de tous les gros L2, et faire un pourcentage par rapport à la capitalisation de Ethereum. Je pense que ça pourrait être assez intéressant comme statistique pour voir à quel point je pense qu'on peut être facile sur du 15-20%. Hein. Oui. Facile, hein. Enfin, ça dépend si tu es sur le market cap ou la FDV déjà pour démarrer, parce que je pense qu'il y a un vrai décalage. Il y a un vrai décalage là-dessus. Je pense qu'on va avoir des niveaux FDV. Parce qu'au final, tu vois qu'il y a des jetons qui sont libérés sur Arbitrum. Pour l'instant, Arbitrum ne prend pas si cher. Non. Donc ça veut dire que même si on est dans des conditions de marché qui sont plutôt favorables, mais ouais, je pense qu'il faudrait faire ce calcul-là. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Alors, c'est une vision long terme, bien entendu. Mais quand on parle d'investissement, surtout sur un marché comme le nôtre, le long terme, des fois... alors, est-ce que c'est pricé? Je sais pas. Tu vois, honnêtement, je sais pas trop comment traiter l'information. J'ai pas vu beaucoup de hype alors qu'on a une chute des frais qui est vraiment drastique. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On a divisé par 20, voire 50 des fois les frais sur certains layers. Moi, je vois pas à quel moment c'est pricé alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris. Même Abdel est surpris. Ouais. Alors qu'il est concerné, quoi. Donc, non, je sais pas. Je sais pas. En fait, moi, ce que je me suis fait comme réflexion, et j'en avais parlé, c'est est-ce que du fait que les coûts et les frais sont moins chers sur les Layer 2, est-ce que du coup ça veut dire moins de demandes sur Ethereum, moins de demandes en Ether, etc. Parce que t'as beau avoir des frais qui sont bien moins chers, c'est pas parce que t'as beaucoup moins de frais, genre disons c'est pas parce que t'as 10 fois moins de frais que t'auras 10 fois plus d'utilisation du truc et donc 10 fois plus besoin d'Ethereum et d'Ether tout simplement sur les Layer 2. Mais le calcul se fait pas comme ça. De toute façon, dans tous les cas, on les remplit à bloc, les blocs. Après, les frais sur le mainnet Ethereum ont baissé parce que le marché a un peu baissé et que les shitcoins ils sont sur Sol maintenant. Donc c'est bien vrai plus efficient moment, surtout pour les petits portefeuilles, ouais. Parce que les meme coins ça intéresse beaucoup les petits portefeuilles et mec si tu veux t'amuser sur Ethereum ça coûte beaucoup trop cher, quoi. On me posait d'ailleurs la question, ton avis sur Optimism, Capet. Écoute, moi ce que je constate, c'est que niveau frais, si on parle vraiment prix, ce qui intéresse beaucoup de gens d'ailleurs, ils cabossent tout le monde. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont basés sur l'écosystème Optimism, donc Zora, Mode, etc. et Base, tout à fait, mais il y en a plein d'autres qui arrivent. Les frais sont absolument minuscules. Par contre, en termes de sécurité,
c'est vraiment c'est des roll-up centralisés avec vraiment le minimum syndical. C'est presque une aberration en fait d'un point de vue technologique, mais les gens s'en branlent. Les gens s'en branlent parce que ce qu'ils veulent, c'est du pas cher, c'est pouvoir trader des meme coins, c'est pouvoir utiliser des applications. Donc voilà le constat. J'en parlais avec le CEO de Ledger, moi. Ouais, il disait quoi? Lui, globalement, il était en mode tout ce qui est optimistique, ça va disparaître, quoi. Et que tous les optimistiques deviendront des ZK. Ouais, des trucs hybrides, ouais. Et que pour lui, il n'y aura pas beaucoup de Layer 2 qui auront du succès. Pour lui, on restera sur 3-4 max qui auront beaucoup de succès. Qu'on compte les optimistiques ou les ZK. Au revoir. En tout cas, je vois pas optimisme disparaître en fait. Enfin, parce qu'en fait, t'as toute l'OpiStack, etc. T'as Base qui est énorme, qui est basé dessus. T'as beaucoup de trucs qui se basent sur l'OpiStack. Donc pour moi, ils disparaîtront pas. Je pense juste qu'ils évolueront en fait et qu'ils vont faire, ils vont mettre à disposition toutes les évolutions à tous ceux qui se basent sur l'OpiStack. Mais du coup, ça sera assez marrant de voir Optimisme s'appelait Optimisme alors qu'il fera sûrement principalement du ZK peut-être un jour. Je sais pas. Bah il y aura toujours l'optimisme. Mais après, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que tous les projets, non pas que c'est pas sérieux sur Optimism, il y a Base notamment, mais tous les projets vraiment sérieux, ils vont très souvent se poser sur le CDK de Polygon. On en parlera tout à l'heure. Il y a un layer 2 qui s'appelle Zero Network là, qui va sortir, qui est basé justement sur le Polygon CDK. Et je pense qu'en fait, l'argument de zkSync et de Polygon d'avoir justement une agrégation des liquidités, donc sur Polygon, tu as ce qu'ils appellent le Ag Layer, et puis sur zkSync, ils appellent ça la Superchain, je crois, ou l'Hyperchain. Bah, ça fait que les gens se disent, OK, il n'y a pas de fragmentation des liquidités, et ça va être un petit peu la narrative à la mode, ça aussi. Tu vois, on va parler d'Avalanche aussi, qui sortait les porteurs pour éviter d'avoir de la fragmentation de liquidités. Je sais pas, Polygon CDK, j'en entends de plus en plus parler, mais tu vois, genre pourquoi Base est sur OpiStack? Ouais, je sais. Base, c'est énorme, c'est Coinbase derrière, donc je suppose que ils ont fait ce choix, tu vois, très sérieusement. Ils ont pris beaucoup de temps. Je suppose qu'ils ont aussi réfléchi à faire leur propre truc et tout, et pas forcément se baser sur l'OpiStack, etc. Alors peut-être qu'un jour ils s'en détacheraient, mais je sais pas. En fait, le fait que Coinbase pour Base ait choisi l'OpiStack, ça me fait dire que c'est assez ouf. Je suis d'accord avec toi. Parce que pour moi, il n'y a pas d'histoire de corruption ou, enfin, pour moi, l'argent ne rentre pas en compte sur ce genre de décision parce que Coinbase est déjà blindé. Du coup, je me dis que c'est un choix qui est purement technique et vu que je suis pas un mec du fondage, je comprends pas fondamentalement ce choix de l'OpiStack pour Base, par exemple. Bah, moi non plus. Moi, j'aimerais bien interviewer quelqu'un de chez Avalanche, tu vois. Parce que tu vois, on en parlait en off, là, ce week-end sur WhatsApp. Et soit j'ai des gros Avalanche Maxi, soit j'ai des gens qui me disent, ouais, ça build pas dessus. Ok, c'est big, mais parce qu'ils doivent donner des grants et tout. Et tu l'entends aussi pour Polygon, hein, d'ailleurs. Mais toujours est-il que moi, côté gaming, je vois des très gros projets build sur Avalanche. Moi, en fait, le problème, c'est que Avalanche, je me demande si c'est même pas plus vieux que Solana. Ou en tout cas, c'est à peu près la même période. À peu près la même période. Ils en ont eu du temps pour faire des choses. Et ils ont bien eu du temps pour acheter des putains de meme coins avec leur fondation. Mais techniquement, ils ont fait plein de choses. Hein. Bah, moi, j'entends personne me parler de Avalanche, quoi. Mais c'est ce que je te dis. Personne. Alors que Avalanche, c'était un truc très promu, tu vois. Genre, il y avait beaucoup de gens qui avaient du Avalanche, etc. Je sais pas si c'est le prix qui leur a fait extrêmement de mal, etc. Mais je pense que c'est ça. Mais je sais pas, je suis surpris. On spécule pas trop sur Avalanche, en fait. Tu vois, on n'a pas toute cette DeFi à outrance. Il y en a, hein, vous allez me dire, oui, il y a TraderJoe, absolument. D'ailleurs, ça pète sa mère, TraderJoe. Mais tu vois, t'as pas les NFT à outrance, t'as pas tous les meme coins. Enfin, le truc, c'est que Solana a toujours trouvé un moyen d'être placé sur des putains de narratives récentes et d'en jouer à mort. Tu remarqueras qu'à chaque fois, tu vois, t'as un meme coin et tu vas voir le fondateur, Anatoly, qui va rigoler avec la communauté, qui va changer sa PP, qui va relayer le truc à outrance. Face à ça, et je pense que ça joue, on en parlait avec Adèle d'ailleurs, bah, le fondateur d'Avalanche, il est imbuvable. Mais c'est comme Phantom qui ont pris cher aussi avec Ronge qui s'est retiré, etc. Pour moi, je sais pas ce que t'en penses. Ce qui ressort de tout ça, c'est Bitcoin. Ensuite, Ethereum, l'approche modulaire, les layers 2, les layers 3, les layers 4, enfin peu importe. Et ensuite Solana. Et genre tout le reste n'existe pas. Genre. Enfin, d'un point de vue purement infra, layer, ce que les gens utilisent, pour moi, c'est l'écosystème Ethereum avec les layers 2 et Solana. Et après Bitcoin, Store of Value, Settlement Layer, etc. aussi comme Ethereum, mais dans un autre registre. Donc, si on parle exclusivement prix, je suis d'accord avec toi. Si on parle plus fondamentaux, techniques,
on peut pas oublier tous les travaux qui ont été faits en termes d'interopérabilité sur Cosmos, sur Polkadot et sur Avalanche. Mais pourquoi utiliser Polkadot? Pourquoi utiliser Avalanche? Pourquoi utiliser Phantom? Pourquoi utiliser tous ces trucs-là? Alors que, en réalité, tu peux utiliser tu peux être un layer 2 d'Ethereum ou tu peux build directement sur Solana. Enfin, tu vois, après, on a d'autres choses aussi, tu vois. On a Sei qui est une approche, mais pour moi, Sei, c'est concurrent direct c'est de Cosmos. Solana. Il y a rien qui se build dessus, Sei, de ce que je vois. T'as des monades aussi qui arrivent dans ce délire-là. Mais pour moi, c'est soit t'as réussi à faire des choix et être à contre-courant d'Ethereum et ça marche pour toi et t'existes, soit t'es dans la vibe et dans l'écosystème Ethereum et à ce moment-là, t'es un layer 2 ou un layer 3. Ouais. Mais en fait, je crois que ce qui s'est passé, c'est que qu'est-ce qui fait qu'une crypto-monnaie, elle cartonne? C'est sa communauté, tu vois. Donc Bitcoin, c'est une communauté pure. Ethereum, elle s'est construite par ce rapport de force de la plateforme de smart contract et Solana est arrivé et ils ont tout fait. Ils ont tout fait correctement au niveau marketing. Honnêtement, ils ont tout fait correctement. Et les gens disaient à l'époque, oui, mais c'est parce que c'est Sam, c'est Alameda, c'est l'argent de ça. Mais ils sont plus là. Ils sont plus là et ça tourne pareil, voire mieux, tu vois. Donc ils ont. Mais la dinguerie, c'est que ça tombe en panne et le truc, genre, continue d'être hype et genre les gens ne le détestent plus. Ouais. Enfin, ne détestent plus la chaîne. Enfin, si t'arrives à dépasser le fait que tu tombes en panne d'un point de vue communautaire, d'un point de vue marketing et tout, c'est que t'as des fondamentaux qui sont absolument insane. Pour n'importe quelle chaîne qui tomberait en panne, aujourd'hui on en parlera encore. Alors peut-être que c'est juste les vibes de bull run et que tout le monde veut buy, trade ses shitcoins sur Solana, je sais pas, mais vous me parlez de Cosmos et tout, mais les gars, j'ai un énorme bac d'atomes, hein. Mais c'est juste que, bon. Le Cosmos SDK, je dis pas, parce que là, par exemple, j'ai acheté du DYDX, ils sont sur leur DYDX chain. Genre, si tu veux, genre, le liquid staking de DYDX, tu passes par Stride, qui est aussi une chaîne utilisant le Cosmos SDK. Et puis, si tu veux l'échanger, tu es obligé de passer par Osmosis, qui est aussi une chaîne du Cosmos SDK, etc., etc. Donc, je dis pas que c'est pas utile, mais c'est juste que dans les faits, le plus gros se passe pour moi sur Ethereum et Solana en ce moment, hein. Je suis d'accord. Et j'ai envie d'aller plus loin, justement, sur ma compréhension d'Avalanche. Peut-être de la chaîne de Telegram aussi, parce que mine de rien, Toncoin, c'est quand même dans le top 15. Hein, c'est sûr, j'en parlais dans une vidéo que j'ai faite quand on était à 25 000 $, parce qu'un pote VC à moi m'avait parlé de Toncoin et me disait, mec, genre, regarde, c'est genre grave lourd, c'est genre énorme en termes d'adoption, Telegram. Ouais. Et maintenant, quand tu vas sur Telegram, dedans, t'as directement un wallet qui inclut tes Toncoin et qui te permet de faire plein de trucs. Donc, même si techniquement c'est pas le plus fou, là aussi on cherche des use cases, quoi. On cherche des moyens d'avoir de l'adoption et ça peut être aussi un moyen de le faire. Et NIR Protocol qui a quand même fait une sacrée poussée et qui a pas fini. Alors NIR Protocol, eux, en ce moment, ils sortent sur plein de narratives, mais c'est toujours légitime. À part la data availability où c'est sorti un peu d'un chapeau pour moi, mais en gros ils disent nous on est bon en data availability parce que nous on maîtrise le sharding et donc nous plus on va rajouter de shard et plus en fait on va mettre une vitesse à Avail, Celestia et compagnie. En gros eux ils disent ça, tu vois. Donc je demande à voir, mais soi-disant que leur espace de bloc serait moins cher que tous les autres. Ils ont aussi la narrative de l'IA parce que les fondateurs de NIR sont des tronches en IA. Et dernière chose, nouvelle narrative qu'ils ont toujours poussée depuis le début, c'est ce qu'ils appellent la chain abstraction. L'idée, ce serait que le protocole NIR, il se plug à Bitcoin, à Ether, à Solana, à Cosmos et compagnie. Et que toi, tu as un compte NIR et qu'avec ton compte NIR, tu puisses interagir avec tout le reste. Donc, au lieu d'avoir des wallets différents, des clés différentes, ce que tu veux, tu as un truc. Donc, c'est le layer 0 des layers 0, tu vois, dans l'idée. Ils appellent ça le chain abstraction. Ça, c'est la promesse. Après, dans les faits, tu crées un wallet. Pour le moment, tu te sers de NIR comme tu te sers exactement de la même façon d'Ether et Solana. Donc, tu vois, j'y mets des petites réserves. Mais en tout cas... C'est quoi s'unir concrètement aujourd'hui? Rien, grand-chose, hein. À ma connaissance, pas grand-chose, hein. Honnêtement, c'est assez léger. Ils ont juste leur solution de DA qui est assez intéressante. Moi, j'ai une question pour toi par rapport à toutes ces solutions de DA. Et je suppose que des gens dans le chat ont pas mal de réponses possiblement, mais juste je suis pas calé sur le sujet. Mais est-ce qu'avec la dernière mise à jour, ça ne montre pas que c'est possible d'avoir des frais de transaction et des swaps genre quasiment rien pour un layer 2 sans utiliser de solution de data availability layer? Ouais. Parce que si tu regardes Starknet n'utilise pas les Celestia. Et c'est l'argument de Celestia, c'est quoi? C'est on baisse les frais, on baisse les coûts, donc on baisse les frais, les coûts de transaction pour les utilisateurs. Donc quel est l'intérêt de faire ça? Et autre question, c'est
d'où ces boîtes-là tirent leurs revenus. Alors je sais que dans la crypto, on check pas trop les revenus, mais est-ce que plus les frais baissent, est-ce que plus les frais baissent, est-ce que moins Celestia gagne d'argent? Enfin, en fait, j'ai du mal à me projeter sur la pérennité d'un Celestia, d'un Avail, etc. Après cette mise à jour, est-ce que ça n'a rien à voir ou pas? C'est une question de noob. Hein, ouais, non, mais je pense qu'elle est excellente cette question. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'avant-après. Avant, tu avais un marché global, que ce soit pour les applications, les Layer 2, etc. Aujourd'hui, tu as un marché qu'on appelle, on va dire, le marché Cold Data, c'est l'ancien marché, et tu as le nouveau marché des blobs qui est dédié au roll-up. Mais en fait, en réalité, ce que disait Abdel, tu pourrais très bien être un projet, par exemple, de NFT et taper dans ce marché-là pour bypasser l'ancien marché et avoir un tout nouveau marché que tu peux spammer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce marché de blob, là, il est tout frais. On a quelques roll-ups qui l'utilisent pour les citer. Hein. Optimism, Starknet, Arbitrum et des trucs basés sur Optimism, donc Mod, Zora et Base. Voilà. Sauf que quand on va voir des centaines de roll-ups, on va se retrouver avec le même problème qu'avant. C'est qu'ils vont se battre pour avoir cet espace de bloc. Donc là, on a des frais qui sont énormément bas, mais ils vont remonter ces frais. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.